TF1 20h avec Roger Giquel. Conséquence du mauvais temps, un mois de retard pour les cultures, des prix trop élevés sur les marchés pour la saison. Sport d'hiver, plus qu'une dizaine de sites vierges dans les montagnes. Coup d'arrêt confirmé aux stations béton. Élections législatives demain en Grande-Bretagne, la question européenne jouera un grand jeu. Premier match États-Unis-France de football cette nuit à New York. Les tricolores joueront en chaussures de tennis sur une pelouse synthétique. Bonsoir. Pour un peu, on finirait par ne plus oser vous parler du temps qu'il fait, tellement on ne voit pas le bout de ce deuxième hiver en plein printemps. Il a gelé ce matin à Rostronen, en Bretagne. Le gel menace aussi dans le Massif central. Il n'a pas fait aussi froid depuis 1945 à la même époque. En Normandie, dans les Vosges et dans la région parisienne, les chasse-neige... Non, pardon, il a neigé et les chasse-neige sont entrés en action sur le versant alsacien des Vosges, où l'on s'est réveillé avec 10 à 20 cm de neige fraîche. Il a neigé également, mais cela a vite fondu en Picardie, en Normandie et un peu partout, même à Paris encore tout à l'heure. Ce froid nous vient du Groenland et de l'Islande. Il est accompagné de forts coups de vent et même de tempêtes en mer. Un chalutier de Saint-Vaast-la-Hougue, dans la Manche, le John Kennedy, a fait naufrage hier et ses 7 marins ont été récupérés ce matin par un cargo. Comme on l'imagine, ces 7 marins étaient transit froid. Les vents resteront très forts demain sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord et le Mistral soufflera sur les régions méditerranéennes, les seules qui bénéficieront d'ailleurs de belles éclaircies avec une température convenable. Partout ailleurs, ce sera pire qu'aujourd'hui, avec des températures encore en baisse et des gelées prévues le matin dans le centre, le nord-est et la région parisienne. Dans la journée, le ciel restera très nuageux avec des averses de pluie, de grêle et de neige. Et dans l'almanach de Michel le Jardinier, de Michel Lys et de Michel Barbier, préfacé par Pierre Perret d'ailleurs, j'ai trouvé ces 3 dictons. Quand il pleut le premier jour de mai, les vaches perdent la moitié de leur lait. C'est ce qu'on dit dans le Poitou. Dans le Nord, on dit que mai froid n'enrichit personne, et ailleurs qu'au mois de mai, il faudrait qu'il ne plût jamais. Pourtant, Michel le Jardinier rappelle que jusqu'à la mi-mai, il ne faut semer qu'avec précaution, tant que les gelées sont à craindre. C'est un conseil valable tous les ans. Cela dit, le jardin c'est une chose, l'agriculture c'en est une autre, et si les agriculteurs ne dramatisent pas encore la situation, ils commencent quand même à se faire du souci. Les consommateurs aussi, Jean-François Robinet, car c'est ce qu'on voit sur les marchés, les prix des fruits et des légumes sont tout à fait prohibitifs pour la saison. Oui, disons que ces prix sont encore beaucoup trop élevés pour la saison, mais comme vous le disiez, de quelle saison s'agit-il? Ce sont plutôt des prix d'automne que des prix de printemps. Il y a en fait exactement un mois de retard. Et en plus, en avril et en mai, la distribution est très contrariée par les vacances scolaires, par les ponts qui sont fréquents. On achète plus de légumes frais lorsqu'on est de congé. Cela pour faire des salades variées, pour faire des petits pois au lardon, des radis et des concombres lorsqu'on reçoit des amis. Un petit panorama sur un marché va nous montrer les prix. Et on a vu que les poireaux sont encore très chers, les voici 7,50 francs à 9 francs le kilo, c'est la conséquence du gel de cet hiver, les artichauts eux aussi sont chers, les endives en revanche ont baissé ainsi que les salades, mais les tomates sont elles très chères puisqu'elles vont jusqu'à 14 francs le kilo. Alors, en plein hiver, on trouvait des tomates à 6 francs le kilo. Aujourd'hui, début du printemps, on trouve les tomates... Les mêmes tomates de 11 à 14 francs. Oui, mais ça, c'est parce que les importations du Maroc sont arrêtées. Elles sont limitées par un calendrier pour ne pas gêner les productions du marché commun. Mais les tomates de serre hollandaises tardent à entrer en production et les espagnoles valent encore très cher. Les pommes de terre, on vient de le voir, les pommes de terre primaires, 3 francs 50. Les françaises ne seront en production que vers le 15 mai. Mais il reste tout de même des pommes de terre de l'année dernière, des binches autour de 1 franc le kilo et moins. Tout de même un fruit qui est intéressant, c'est la fraise qui commence à être cueillie dans le Roussillon et en Provence et qui vient aussi à la fois d'Espagne et d'Italie. Ces prix sont relativement intéressants. Dans le panier de la ménagère, on peut donc mettre à ces bons marchés les fraises,
les endives, les radis que voici cueillis actuellement dans le Midi, les salades. Ces images nous montrent donc où en est la production actuellement en France, les radis qui sont tout à fait de saison, et puis nous allons le voir dans les serres, des haricots qui ne produiront pas avant un bon mois. C'est le retard qui inquiète effectivement les maraîchers et les agriculteurs. Bon, alors maintenant, il y a les répercussions possibles de ce mauvais temps, du temps d'aujourd'hui et de demain, sur les champs et sur les vergers, sur les arbres fruitiers, sur les céréales, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on en pense dans les milieux agricoles? Bien, il y a un retard de végétation qui ne doit pas être trop grave pour les arbres fruitiers s'il n'y a pas de gelée. En effet, vous le disiez tout à l'heure, les gelées de printemps sont d'autant plus dangereuses que la végétation est avancée et cette végétation est en retard. Pour les céréales, on peut déjà dire que près de 800 000 hectares de blé et 200 000 hectares d'orge ont été détruits par le gel cet hiver. Il a été ensuite souvent difficile de ressemer en raison de l'humidité, c'est le cas en ce moment, et on peut déjà estimer que la production 79 sera de 15% au moins inférieure à celle de 78. Quelques chiffres, la moyenne était de 45 quintaux à l'hectare, elle devrait descendre en dessous de 40 quintaux, et de près de 14 milliards de francs, la récolte descendra en dessous de 11 milliards, donc 3 milliards de francs de manque à gagner, sans compter les frais supplémentaires de semis et de travail du sol, à moins que l'arrière-saison ne soit vraiment exceptionnelle, et puis que les cours mondiaux ne montent, ce qui compensera ces pertes. D'accord. Bien. Alors, nous restons dans le domaine agricole, mais à une toute autre échelle, avec la loi d'orientation adoptée ce matin par le Conseil des ministres. La politique agricole du pays, car il y en a une, repose sur une loi de 1960. C'est grâce à cette première loi d'orientation que notre agriculture s'est beaucoup développée, jusqu'à produire des excédents d'ailleurs. On en a même parlé à une certaine époque. On a parlé de limiter la production agricole, et c'était dans le fameux plan européen de M. Mansholt, qui a soulevé beaucoup de tempêtes chez nous. Le projet de loi d'orientation d'aujourd'hui, 79, qui sera examiné par le Parlement sans doute assez vite, a pour objet de faire franchir une nouvelle étape au développement de l'agriculture, notamment en stabilisant la population rurale, en améliorant l'emploi, en augmentant le revenu des producteurs, ce qu'ils souhaitent bien sûr, et en poussant à la vente des produits agricoles à l'extérieur. Alors à nouveau, avec vous Jean-François Robinet, les grands axes de ce projet de loi d'orientation pour l'agriculture. Avec une valeur ajoutée de 83 milliards de francs, elle a doublé ces 10 dernières années, la France a le plus gros chiffre d'affaires agricole de la communauté européenne. Mais elle n'est qu'à la 5e place pour la valeur ajoutée par exploitation. Le marché commun a offert à la France de vastes débouchés depuis 20 ans. Mais il devient de plus en plus autosuffisant, d'où la nécessité de trouver de nouveaux débouchés afin de pouvoir poursuivre l'expansion. C'est en effet l'orientation politique nouvelle de cette loi. Plus question de limiter les possibilités de production, mais à condition de mieux vendre. Et pour cela, un fonds de promotion des produits agricoles va être créé. Il sera géré par la profession et devra favoriser l'exportation. En 1978, après plusieurs années de déficit, notre balance extérieure agricole est redevenue positive. L'objectif reste d'atteindre très vite les 20 milliards d'excédents. Autre point politique fondamental, le maintien de la population rurale. Le texte proposé au Parlement inscrit l'activité agricole comme une priorité de l'aménagement de l'espace rural. Cela veut dire plus de rigidité dans les plans d'occupation des sols et des freins à la spéculation foncière. En même temps, l'installation des jeunes sera facilitée par un nouveau régime des successions en agriculture et le développement des groupements fonciers agricoles faisant appel à l'épargne pour des placements dans la terre. Enfin, l'agriculture doit être un secteur créateur d'emplois. Pour cela, la formation va être développée. 450 000 élèves ou stagiaires sont en formation chaque année, mais 60% des chefs d'exploitation de moins de 35 ans n'ont encore aucune formation agricole. Une lacune qu'il est urgent de combler au moment où l'on veut refaire de l'agriculture l'activité économique et industrielle de base de notre espace rural. Vous l'avez déjà souvent entendu ces temps-ci, la solution de la crise de l'emploi exige une réadaptation profonde de l'économie française au changement du monde, qui constitue le troisième défi à relever depuis la guerre après la reconstruction du pays et l'ouverture vers l'Europe. C'est le thème central du 8e plan pour la période 81-85 et qui est en cours de discussion en ce moment même au Conseil économique et social en présence de Raymond Barre. Dans son rapport sur le projet du gouvernement, le Conseil économique et social reconnaît un effort de réalisme, mais il formule des critiques sur
le manque d'un grand dessein pour mobiliser les Français. Et le Conseil économique et social fait une série de propositions pour donner la priorité absolue au problème de l'emploi. Alors avant d'écouter un extrait du Premier ministre, non, je pense que nous n'aurons pas l'extrait du Premier ministre, Emmanuel Delataille rappelle le schéma général. Jusqu'à l'horizon 85, le 8e plan est dominé par une forte odeur de pétrole et le tumulte de bouleversements mondiaux. Il donne une clé d'avenir, une gigantesque modernisation industrielle pour permettre à la France de réaccélérer la croissance du niveau de vie et de l'emploi en surmontant deux défis extérieurs, le prix du pétrole et la multiplication des concurrents. En voici le schéma simplifié. Premier défi, la France ne peut payer une facture de pétrole et de matières premières de plus en plus lourde qu'en exportant sans cesse davantage pour trouver plus de devises et échapper au piège du déficit extérieur. Deuxième défi, justement pour exporter, la bataille devient de plus en plus rude, car partout surgissent de nouveaux concurrents qui peuvent fabriquer et vendre la même chose que nous. Exemple de cette mutation mondiale, fin de l'énergie à bon marché et de nos anciens monopoles de fabrication, la Corée du Sud, qui partit de rien, pourra dans 5 ans produire autant d'acier que la France, une armée de voitures, de TV et de bateaux. Quel est l'impact de ce double défi ? La France est prise en tenaille entre la facture du pétrole qui augmente nos coûts de production, alors que la nouvelle concurrence diminue les prix de vente. Ne rien changer aurait abouti à nous faire éliminer du marché pour sombrer dans la dépression. Comment dès lors parvenir à pousser notre croissance malgré le handicap du pétrole et le matraquage de la concurrence ? Le 8e plan fixe 3 conditions de base: moderniser une puissance économique capable de conquérir partout des débouchés avec des coûts de production de combat, avoir une monnaie forte de façon à payer moins cher nos importations et à gagner plus de devises avec nos exportations, arracher une plus grande indépendance en énergie par les économies de carburant et le recours au nucléaire. Cette stratégie a déjà démarré puisque la France a réussi à compenser son déficit en pétrole par un surplus d'exportation industrielle. Mais une telle politique comporte 3 difficultés. Elle pèse durablement sur la progression du pouvoir d'achat, reste constamment menacée par de nouvelles hausses du pétrole, comme maintenant, et la modernisation commence par supprimer certains emplois avant d'en multiplier d'autres. Le 8e plan, qui est centré sur l'emploi futur, a simplement oublié, erreur psychologique, de s'en donner le titre « Plan pour l'emploi ». Raymond Barre, donc, en parlera, le Premier ministre en parlera tout à l'heure au Conseil économique et social. Il assiste actuellement à la séance où ce 8e plan a été l'objet de nombreux débats. Si le 1er mai a été célébré d'une façon générale par les syndicats sur le thème de la défense du droit de grève, des libertés, et même sur le thème des 35 heures de travail par semaine, qui, vous vous en souvenez, pour le chancelier allemand Schmitt, n'est ni inconvenante comme revendication, ni absurde, on n'en a pas pour autant oublié les problèmes les plus concrets et les plus urgents. Ainsi, pour la sidérurgie, le maire communiste de Longwy a dit, comme Henri Krasuki de la CGT hier à Denain, c'est dans les jours qui viennent que commencera vraiment le combat pour l'acier à Longwy et dans tout le pays. Et il a annoncé que la municipalité de Longwy fera tout pour soutenir les grèves en cours dans la sidérurgie. Il a d'autre part condamné de façon très ferme les incidents d'hier autour du commissariat de Longwy. Pour ce qui concerne Manu France, à une question qui lui a été posée à l'Assemblée nationale, le ministre de l'économie, M. René Monory, a regretté que les réunions à son ministère pour constituer la société d'exploitation, avec l'appui financier de l'État, n'aient pas permis d'aboutir à cause de la défaillance de la municipalité de Saint-Étienne, c'est l'expression employée par le ministre de l'économie. Et il a confirmé ceci: la volonté de la municipalité de Saint-Étienne d'écarter la société des éditions d'Argo de la future société d'exploitation Manu France risque de faire avorter l'ensemble du projet. Il n'y a pas, à l'heure actuelle, de solution de remplacement, a répété le ministre, et la municipalité d'ailleurs n'en a pas proposé. Ce ne sont pas les quelques flocons de neige tombés aujourd'hui sur toute la France qui feront rouvrir les stations de sport d'hiver. Je ne parle pas évidemment des stations de haute altitude où l'on fait du ski toute l'année. En tout cas, la saison est bien terminée et c'est le moment du bilan des sports d'hiver. Sur les 4,5 millions de Français qui ont pris des vacances à Pâques, entre le 6 et le 24 avril, 710 000 sont partis au ski en France et 100 000 au ski également à l'étranger. C'est un chiffre encore modeste par rapport à la population globale, mais c'est tout de même une progression tout à fait spectaculaire. Pour l'ensemble de la saison d'hiver, le nombre de Français ayant séjourné dans les stations atteint les 4 millions. Et il y a 10 ans, cela ne dépassait pas 1 250 000. Ce développement des sports d'hiver s'est accompagné, bien sûr, d'un aménagement de la montagne qui, pour démocratiser le ski plus ou moins, n'en a pas moins constitué une atteinte à la montagne et aux populations qui y vivent.
Le développement a été souvent anarchique, avec des promoteurs qui ont joué à l'excès le bénéfice à court terme, aidés en cela par des acheteurs souvent inconscients, qui ont d'ailleurs découvert la copropriété à la petite semaine. En quelques années, on a vu se construire des concentrations, comme Morzine-Avoriaz ou Courchevel, plus de 20 000 lits, les Ménuires-Val Thorens, 16 000 lits, ou encore La Plagne, les Arcs, le Motaret, les supermarchés du ski, avec tout ce que cela comporte. Alors va-t-on continuer à créer des stations de toutes pièces? L'un des derniers exemples, c'est Valmorel, dans les Alpes, où on a bien réussi à intégrer l'architecture dans le paysage, et où on a fait en sorte que les gens du pays soient très étroitement associés aux activités du tourisme, sans que cela porte atteinte au patrimoine agricole. Cela dit, il existe encore des projets de superstations de sport d'hiver. On a dit qu'un coup d'arrêt leur avait été donné, mais on a l'impression que ça continue. Alors voyons où nous en sommes. Alain Veller. L'or blanc ignore la crise. Avec ses 600 à 700 000 lits, la montagne a affiché complet pendant les vacances d'hiver. On crée 30 000 lits chaque année, on a multiplié par 5 en 20 ans le nombre des remontées mécaniques, il y en a 3 000 en France, à peu près autant qu'en Suisse ou qu'en Autriche, plus qu'en Italie. Cela ne suffit pas face à l'afflux, 20% de skieurs supplémentaires par an. Et pourtant, plus question, selon les pouvoirs publics, de revenir sur une décision qui date maintenant d'il y a 1 an et demi, plus question d'équiper la montagne à tout va. On a tiré les leçons des erreurs passées. Désordres architecturaux, dégradation des sites et de l'agriculture, perturbation du milieu écologique, construction en zone avalancheuse, on se souvient de la catastrophe de Val d'Isère, carence de gestion, les promoteurs d'Orsières-Merlette, par exemple, ont laissé une ardoise de 20 millions de francs au département des Hautes-Alpes. Le tout sans profit pour les vrais montagnards, généralement exclus de cette ruée vers l'or blanc. Depuis novembre 1977, aucune station ne peut plus être créée sans l'accord de 4 ministres, environnement, agriculture, intérieur, tourisme, et du délégué à l'aménagement du territoire. Une dizaine d'autorisations tout de même, mais en association avec les collectivités locales. Et plus question de stations géantes, on penche vers la rénovation de villages existants. De bonnes résolutions qu'il s'agit de tenir. Il faut dire que le domaine skiable ne couvre que 5% de nos montagnes et qu'il ne reste plus guère qu'une dizaine de sites vierges à équiper, comme le Val Meignier, près de Saint-Michel-de-Maurienne, Josier-Restefond, près de Barcelonnette, le glacier du Ruitor, à cheval sur l'Italie, ou encore le site de Bézines, près de l'Hospitalet, dans les Pyrénées. Saura-t-on conserver ces sites intacts pour les générations futures? C'est la grande question. Il s'est confirmé la semaine dernière que le RPR n'est pas uni vraiment derrière M. Chirac dans sa stratégie pour les élections européennes. Il y a eu la lettre de 10 députés dans le Figaro. Il y a eu l'appel de Michel Cointat, l'ancien ministre de l'Agriculture, pour constituer une autre liste gaulliste. Et aujourd'hui, il y a l'initiative de l'ancien ministre Olivier Guichard. Il a écrit à une 50aine de députés RPR qui, d'une manière ou d'une autre, s'interrogent ou expriment leurs inquiétudes sur la manière dont M. Chirac commence ou mène sa campagne, avec des critiques très vives contre le gouvernement. Olivier Guichard veut rencontrer demain ces 50 députés. Ce matin à l'Assemblée nationale, Claude Labbé, le président du groupe RPR, qui est aussi le plus proche de Jacques Chirac, a lancé aux députés gaullistes une mise en garde contre ce genre d'initiative répétée. Peut-on dire ce soir que la fêlure s'accentue au RPR, Patrice Duhamel? Je crois qu'il faut faire un léger retour en arrière. Il y a eu ces derniers temps la démission du numéro 2 du RPR, Yves Guéna. Il y a eu, au nom du gaullisme, les conditions posées par les ministres RPR à leur soutien à la liste Chirac-Debray. Il y a eu, vous venez d'y faire allusion, les mouvements de la semaine dernière. Et aujourd'hui, il y a donc l'annonce de cette réunion à l'initiative d'Olivier Guichard. Ce baron du gaullisme, très proche collaborateur du général de Gaulle, ministre du président Pompidou, convie donc une 50aine de députés RPR, le tiers du groupe environ, à une réunion privée pour demain en fin de matinée. Son but, c'est d'examiner les dernières prises de position de Jacques Chirac et la stratégie de l'état-major du RPR. Olivier Guichard, il l'écrit à ses députés, n'entend pas créer des difficultés électorales à la liste du RPR. Il ne veut pas prendre d'initiative pour l'élection européenne du 10 juin. Non, il souhaite prendre date et évoquer les perspectives politiques pour
l'après 10 juin. Comme d'autres membres du RPR, Olivier Guichard est actuellement troublé par la stratégie de Jacques Chirac. Il a été tout aussi troublé par la déclaration sur la remise en cause de la légitimité présidentielle, d'où cette réunion de demain. Il ne s'agit donc pas, il le dit dans sa lettre, d'une tentative de fractionnement, il s'agit plutôt d'une manifestation interne d'inquiétude. La campagne européenne provoque donc, c'est une confirmation, des remous et des tensions au RPR, le ton et la nature politique des propos du RPR, du président du RPR, semble également contesté. Jacques Chirac, d'ailleurs, dans une interview qui sera publiée demain matin par Le Figaro, une longue interview revient sur les propos qu'il avait tenus la semaine dernière. « Je ne mets naturellement pas en cause les pouvoirs et la légitimité du président de la République », dit notamment Jacques Chirac. « Je ne les ai jamais mis en cause. » Mais il ajoute « Il existe au sujet de l'Europe une divergence de fond entre les deux mouvements qui compose la majorité présidentielle. Dès lors, dit Jacques Chirac, si le président de la République se trouvait identifié aux idées d'une des deux listes de la majorité en présence, le risque serait qu'il apparaisse comme minoritaire dans le pays. C'est pourquoi, ajoute Jacques Chirac, j'ai demandé au chef de l'État de ne pas engager son autorité dans ce débat. En tout cas, Jacques Chirac, qui est actuellement au Québec, sera de retour demain matin à Paris et il devra bien répondre d'une manière ou d'une autre à ce mouvement de contestation qui semble s'amplifier à l'intérieur de son mouvement et que symbolise cette initiative d'Olivier Guichard et la réunion de demain matin. C'est donc demain que les Anglais voteront et choisiront parmi 2500 candidats les 635 députés à la Chambre des communes. Cette Chambre était ingouvernable sous Callaghan, puisque son parti, le Parti travailliste, n'avait pas la majorité. Et tout l'effort des travaillistes comme des conservateurs consiste à obtenir la majorité absolue au Parlement. De leur côté, les libéraux, eux, tiennent à leur rôle d'arbitre, c'est-à-dire qu'ils espèrent eux aussi se renforcer pour apporter leur voix selon leurs idées, tantôt à l'un, tantôt à l'autre des grands partis. On vous a tout dit hier sur l'incertitude des sondages. Les électeurs voteront demain de 7h à 22h. Et les résultats définitifs ne seront connus que vendredi matin. Avec André Sélarié, le dernier point avant le scrutin, après une campagne où la question européenne a été souvent mise en avant, bien sûr. Les travaillistes et les conservateurs ont un souci commun. Il faut au vainqueur une nette majorité, car la chambre introuvable d'hier laisse un mauvais souvenir. Qui prendra en fin de semaine le chemin de Downing Street et gouvernera pendant les 4 prochaines années? James Callaghan, qui demande aux Britanniques de conforter leur adhésion à son socialisme à l'anglaise. Oncle Jim, qui malgré le désordre des grèves, affirme un bilan relativement positif et jouit d'une certaine popularité. Margaret Thatcher, qui demande un changement radical de politique, le retour à la libre entreprise, la diminution des impôts et des charges publiques, le renforcement de l'ordre public, l'arrêt de l'immigration. Margaret Thatcher, dont la popularité a du mal à dépasser les rangs des conservateurs. Est-ce que David Steele, porte-parole des libéraux, qui refuse le choix des deux grands blocs, veut introduire la nuance radicale dans le débat, effectuera une percée et jouera un rôle d'arbitre dans le futur Parlement? Car le problème est bien là. Vous voyez que les deux grands partis ne disposent pas de la majorité absolue. Il leur faut une victoire nette. James Callaghan veut renforcer sa majorité, il veut éviter de traîner de vote de confiance en vote de confiance avec la pointe de voix de hasard. La journée de demain n'est pas chômée en Angleterre. Les bureaux de vote sont ouverts de 7h du matin à 10h du soir. Ainsi, chacun pourra voter avant d'aller au travail ou en rentrant du bureau ou de l'usine. On pense que les résultats seront connus dans la matinée de vendredi. Le nouveau Parlement se mettra en place le 8 mai. On parle souvent du fair play anglais, en se demandant s'il existe toujours. Eh bien oui, et je m'en suis rendu compte en parcourant les rues de Londres et en suivant la campagne des conservateurs et des travaillistes dans toute l'Angleterre. Les Anglais ont l'habitude d'exprimer leur intention de vote en affichant les posters de leurs candidats à la fenêtre. Ici et là, on peut voir à côté des posters conservateurs les affichettes travaillistes. Les mesures de sécurité ont été renforcées à la Chambre des communes. Scotland Yard veille. Les candidats eux-mêmes ont été particulièrement protégés pendant leur campagne. En Iran, la révolution ne connaît pas de repos et n'en connaîtra pas avant longtemps sans doute. Après les deux défilés du 1er mai, celui qui avait lieu derrière les chefs religieux et celui des syndicats et des forces de gauche, on a pu mesurer les incertitudes de la révolution. Mais à côté de cet affrontement, dans un calme relatif d'ailleurs, il y a eu l'assassinat d'un chef religieux, l'ayatollah Motahari, tué d'une balle dans la tête alors qu'il sortait de chez un ami. Or, ce chef religieux aurait été
c'est encore au conditionnel, l'un des membres du Conseil de la Révolution, l'organe suprême de la direction du pays. Et on pense aussi qu'il a été l'un des présidents des tribunaux révolutionnaires islamiques qui ont fait condamner à mort de nombreuses personnalités de l'Ancien Régime. Et aujourd'hui encore, ces tribunaux ont condamné 3 personnes qui appartenaient à la police. L'attentat contre l'ayatollah Motahari a été revendiqué par une organisation secrète, le Forgan, inconnu jusqu'à maintenant. Que représente ce mouvement terroriste? Christian Bousquet. Le sang n'a pas fini de couler en Iran. Depuis la victoire de la Révolution, il y avait ce qu'on pourrait appeler un terrorisme d'État. Arrestations arbitraires, jugements, exécutions sommaires des partisans de l'ancien régime ne se comptent plus. Et voici qu'apparaît maintenant un terrorisme de groupuscules et qui s'attaque au pouvoir en place. En moins de 10 jours, 2 personnalités proches de l'ayatollah Khomeini ont été assassinées par ce groupe extrémiste Forgan. Composée surtout de musulmans sunnites, cette organisation affirme vouloir combattre la dictature des mollahs et des ayatollahs chiites. Le peuple n'a pas besoin de leaders, affirment les tueurs de Forgan. Une critique qui vise directement l'ayatollah Khomeini, le véritable patron du pays. Et ce n'est pas par hasard si Forgan a choisi pour cible 2 personnalités très proches de Khomeini. Le 23 avril dernier, c'était le général Garani, l'ancien chef d'état-major de la nouvelle armée iranienne, et la nuit dernière, l'ayatollah Motahari. Ces 2 assassinats, dans le style des Brigades Rouges en Italie ou de la bande Abadher en Allemagne, pourraient déboucher sur un déchaînement de violence. Dans ce pays où les armes foisonnent, où la sécurité est assurée par des groupes qui n'obéissent pas au gouvernement, où le désordre politique, économique et social ne fait qu'empirer, l'État pourra difficilement s'opposer aux actions des terroristes de Forgan. Forgan qui vient d'annoncer que 4 autres personnalités proches de l'ayatollah Khomeini, dont le directeur de la télévision, M. Sadek Ghozadeh, et M. Yazdi, le nouveau ministre des Affaires étrangères, seraient ses prochaines victimes. La France va annuler les dettes des pays pauvres les plus déshérités. C'est ce qu'a annoncé le président de la République tout à l'heure dans une interview à Radio France Internationale. Le Parlement français sera consulté là-dessus, mais l'annulation des dettes des pays pauvres envers la France porterait sur une somme globale de 600 millions de francs. Parmi les pays qui bénéficieront de cette mesure, M. Giscard d'Estaing a cité les pays les plus pauvres en effet, le Mali, le Niger, la Haute-Volta, le Tchad, la République centrafricaine, la Guinée et les Comores, tous des pays africains, vous l'avez remarqué. Jean-Claude Narcy, les autres nouvelles de ce journal. Succédant aux manifestations syndicales du 1er mai, vous le savez, plusieurs des attentats commis la nuit dernière dans Paris et dans la banlieue parisienne n'ont pas encore été revendiqués ce soir, sauf 6 d'entre eux par une organisation dite de coordination d'action révolutionnaire, organisation d'ailleurs inconnue des services de police. Il y a eu en tout 12 explosions qui ont visé des magasins et des locaux de l'administration. À Toulouse, 3 nouveaux attentats ont eu lieu hier, ce qui porte à 15 le nombre des explosions dans cette ville en un mois. Les objectifs visés allant des boîtes de nuit aux voitures et aux postes de police. Une de ces bombes a d'ailleurs explosé devant les installations de Creusot-Loire. Enfin, à Montpellier, un engin a explosé devant l'immeuble de la CGT, au rez-de-chaussée de la Bourse du Travail. L'attentat, là non plus, n'a pas été revendiqué. 200 000 emplois pourraient être créés en 3 ans dans les petites et moyennes entreprises. C'est une proposition de loi de l'UDF déposée sur le bureau du Sénat. Ces mesures consistent en particulier à permettre aux entreprises de 10 salariés de recruter 2 employés supplémentaires sans participer au financement, par exemple, de la formation professionnelle. Ouverture des négociations de salaire dans la fonction publique le 8 mai prochain. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Jacques Dominati et cette nouvelle intéresse plus de 2 millions de salariés et de retraités. La direction de l'acierie de Solmer, de Fos-sur-Mer, dont la production est arrêtée, vous le savez, depuis le 8 avril, appelle les employés à reprendre le travail vendredi matin. Mais les syndicats pensent, eux, que cette reprise serait hasardeuse, sans le paiement des jours de chômage technique, la levée des sanctions et l'ouverture de véritables négociations. L'or pulvérise tous ses records. Le lingot qui atteint 35 270 francs gagne 325 francs. Et le Napoléon est à 299 francs 40. Il est en hausse lui aussi de 4 francs 90. Le Conseil des ministres a décidé d'accroître le nombre de policiers et de leur dispenser une meilleure formation. Concrètement, 1300 d'entre eux, souvent employés à des tâches administratives, seront remis en service actif dès cette année.
Cri d'alarme des éducateurs de l'administration pénitentiaire au cours de leur journée d'action. Ces éducateurs chargés de la réinsertion sociale des prisonniers dénoncent le manque d'effectifs. Ils réclament 100 postes supplémentaires par an au lieu des 31 accordés en 1979. Actuellement, pour l'ensemble des prisons, 500 éducateurs s'occupent de 35 000 détenus. Après les décisions du président Carter concernant un certain nombre de restrictions envisagées dans la consommation de pétrole aux États-Unis, les Américains expérimentent une voiture diesel qui ne consomme que 3,3 litres au 100 km en ville et en pleine circulation. Les constructeurs qui ne veulent pas vendre pour l'instant leurs droits sur ce moteur se sont vus proposer pourtant des sommes considérables. Les Anglais leur en offraient 25 millions de dollars. Et au sujet de l'Angleterre, la compagnie pétrolière américaine Texaco va réduire de 8% ses livraisons en Grande-Bretagne. C'est une des conséquences des restrictions envisagées donc aux États-Unis. Quant à la France, eh bien, M. Giraud, le ministre de l'Industrie, a estimé aujourd'hui à l'Assemblée nationale qu'il n'était pas question pour l'instant de procéder à un rationnement. Voilà, bien, ce journal est terminé. Bonne soirée à tous au nom de toute l'équipe de TF1 Actualité. Le dernier journal vers 23h en fin de programme avec Jean-Pierre Quittard. Merci.